Entre les pourboires, les doggy bags et le Miami Time, vous n'allez pas croire à quel point la vie aux États-Unis et en particulier à Miami est si différente de celle en France. Restez bien jusqu'à la fin, car la différence qui nous a le plus choqué, c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais en France. Bienvenue sur Fancy French. Nous sommes deux Parisiennes qui se sont installées à Miami il y a 7 ans. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'adapter à une nouvelle culture après des années passées en France? Ça tombe bien. Sur cette chaîne, on vous amène à la découverte de notre quotidien ici à Miami. Et croyez-nous, c'est une sacrée aventure. Aujourd'hui, on va vous parler des différences entre la France et les États-Unis, et en particulier les différences entre Paris et Miami, puisque là maintenant on vit depuis... Ça fait bientôt 7 ans. Voilà, à Miami, donc on a eu le temps de découvrir et d'en connaître un peu plus sur les États-Unis. Donc il y a pas mal de choses qui nous ont surprises au départ. Bon, une certaine liste, donc on a essayé de faire la sélection de ce qui nous a le plus marqué. Bien évidemment, au fil du temps, on a réussi à s'habituer pour certaines de ces surprises qui sont très différentes de la France. Enfin bon, pas toutes, mais bon, en gros. Pas toutes, mais ouais, certaines nous ont surprises plus que d'autres. Let's say les tips. Bon, alors les tips... Les pourboires, en français. Voilà. Alors les pourboires, comme vous savez, on connaît les pourboires en France. En général, les pourboires, c'est pourboire. Donc en général, on donne les dernières pièces qui nous restent dans notre portefeuille. Voilà. Surtout en France, les gens on n'est pas super généreux, comparé à ici. Donc on donne si on a envie, et souvent c'est au restaurant ou chez le coiffeur. Et c'est pas obligatoire. Voilà. Alors ce qui nous a marqué, c'est qu'aux États-Unis, en fait, les pourboires, c'est plus qu'obligatoire. Et si tu donnes pas de pourboire, tu passes pour un radin. Ouais, ils vont te regarder très mal. Et en plus, de toute façon, c'est un peu obligatoire, puisque à chaque fois que tu vas au resto, par exemple, on te demande les tips, donc les pourboires, et on te demande un pourcentage qui est entre grosso modo 15 ou 20% d'addition. Même parfois plus. Ouais. Parfois, ils te mettent, en fait, ce qu'ils appellent ça, service charge aux États-Unis. Donc, il faut bien se faire gaffe quand vous venez aux États-Unis, ou même si vous vivez déjà ici. Tous les restaurants, ou enfin, du moins à Miami, ils te rajoutent un service charge, automatiquement. Et en fait, ça change aussi grosso modo ton budget à la fin du mois, parce que si tu cumules toutes les pourboires que tu donnes, qui sont obligatoires ou pas, mais que de toute façon tu te sens obligé de le donner, parce que souvent les personnes elles sont devant toi et tu dois appuyer sur le bouton devant. Et ils te regardent. Et ils te sourient en même temps. Donc tu te sens mal. Donc tu n'as pas le choix. Et en fait, tu fais ça quand tu vas au resto. Après, tu fais ça quand tu vas à un yellow cab, un taxi, où ils te demandent de signer, mais tu es coincé, tu es un peu dans la voiture et il sait ce que tu vas mettre. Donc tu n'as pas envie non plus de te faire insulter. Voilà. T'as le coiffeur. Alors là, le coiffeur, franchement, c'est abusé. Le coiffeur ou les nails salons, les salons pour les ongles, tout ce qui est beauté. À la fin, ils te demandent des pourboires. Tu dis que grosso modo, tout ce que tu vas dépenser à l'extérieur, tu donnes du tip à quelqu'un qui t'ouvre une porte. Donc on en parlera des valets par exemple, qu'il y a beaucoup aussi dans les hôtels ou même dans les résidences. Tu dois donner du tip quand tu te fais installer sur une plage, sur un bed. Tu dois donner du tips. Pour tout. Donc, grosso modo, ta dépense, il faut rajouter 20% à peu près de tout ce que tu dépenses, que de toute façon, tu dois donner du tips. Donc, au début, c'est vrai qu'en tant que Français, tu te dis, waouh, c'est beaucoup quand même. Et puis après, en fait, quand tu t'habitues, de toute façon, ça fait partie du jeu. Et c'est un peu, si tu ne donnes pas de tip, tu ne vas pas avoir la qualité du service que tu espères aussi. Voilà, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde en donne. Donc, si toi, tu es le seul à ne rien donner, tu es sûr que tu vas être traité comme le dernier des... Tu es sûr que la prochaine fois, on ne t'ouvre pas la porte. Voilà, c'est ça. Parce qu'on te reconnaîtra, t'inquiète pas. Ils ont une très bonne mémoire pour ça. Principalement à Miami. La grande mode, c'est de payer les managers de restaurants. Ouais. Pour avoir les réservations alors que personne ne peut en avoir, ou pour avoir la meilleure table, ou pour être assis avant tout le monde. Ça, c'est un inside tips que je vous donne. Ouais. C'est donner un peu d'argent aux managers. C'est la culture du tips, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont supposés être inaccessibles. Et en fait, il y a toute une stratégie derrière, parce qu'ils se disent, en gros, si tu glisses un billet de $100 ou 50 ou whatever, ça dépend du cadre et de l'endroit où tu veux aller. Et là, comme par hasard, toutes les portes s'ouvrent et le truc qui était inaccessible devient totalement accessible pour toi. Et en fait, chacun y trouve son intérêt. C'est un business parallèle. Il y a aussi un truc, là c'est un peu général parce que c'est pas spécifique à Miami, mais les cartes de crédit.
C'est vrai qu'en France, j'ai jamais eu de carte de crédit de ma vie. En fait, on appelle ça une carte de crédit en France, mais en fait, c'est pas une vraie carte de crédit, c'est des cartes comme on appelle ici de débit. Voilà. C'est-à-dire que tu dépenses l'argent que tu as sur ton compte. Et après, c'est un débit, je crois, immédiat, donc on retire ton argent tout de suite au moment où tu fais l'achat, ou débit différé à la fin du mois. Mais quoi qu'il en soit, l'argent, tu l'as, sinon tu deviens endetté. Alors, le truc aux États-Unis, c'est que c'est complètement différent. Donc, la carte de crédit, nous, qu'on appelle française, c'est une carte de débit. Donc, c'est tu dépenses l'argent que tu as sur ton compte. Mais on t'encourage surtout à utiliser une carte de crédit. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'il faut que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas. Et à la fin du mois, tu espères pouvoir avoir l'argent pour pouvoir rembourser. Et il faut rembourser parce que la deuxième chose pour laquelle c'est super important, et une des choses les plus importantes quand tu arrives aux États-Unis, c'est d'avoir un credit score. Et en fait, le credit score, c'est quoi? C'est ta capacité à pouvoir rembourser de l'argent que tu n'as pas en temps et en heure. Voilà. Donc globalement, au début, ça fait quand même un peu peur. Tu te dis, mais pourquoi je dois prendre des crédits pour que je sois, on va dire... catégorisé comme quelqu'un de fiable, un bon citoyen. Et donc, bref, c'est très très différent de ce qu'on a en France. Mais après, on a appris qu'en fait, en faisant un bon credit score, du coup, tu peux avoir accès à pouvoir faire une location, acheter ta voiture, acheter une maison un jour, etc., etc. Et si tu l'as pas, t'es rien du tout. Tu as beau avoir de l'argent dans ton compte en banque, si tu n'as pas de crédit score, t'es rien. C'est ça. Mais au début, vous ne pouvez pas avoir de carte de crédit. Et c'est le chat qui se mord la queue parce que, en gros, au début, tu veux, je sais pas, il y a des gens, ils arrivent, ils veulent louer un appartement et on te dit, mais c'est quoi ton crédit score? Et tu dis, je viens d'arriver. Mais oui, mais si tu n'as pas de crédit score, tu ne peux pas louer l'appartement. Et si tu n'as pas de crédit score, les banques, en général, elles ont du mal à te faire confiance aussi, donc, comme tu disais. Donc, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, le petit tips, ce n'est pas la somme que tu dépenses et rembourses qui est importante. C'est le fait de pouvoir rembourser en temps et en heure. Donc, si tu as une carte de crédit et que tu dépenses $100, si tu rembourses tous les mois ces $100, et tu auras un crédit score qui va augmenter. Il n'est pas du tout basé sur l'argent que tu dépenses, c'est basé sur si tu rembourses en temps et en heure. Donc, c'est super facile à builder son crédit score. Et il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'avoir une seule carte de crédit, ils en ont plusieurs. De toute façon, il en faut plusieurs. Voilà. Il en faut minimum 6 pour que ton crédit score puisse augmenter rapidement. Voilà. Moi, il y a un autre truc qui m'a aussi étonnée au début, j'avais du mal à comprendre, c'était la sécurité sociale, le Social Security Number. Voilà. En fait, Social Security, donc c'est sécurité sociale, donc ça portait un petit peu à confusion. Numéro de sécurité sociale, oui, c'est comme on a en France. On a en France pour aller chez le docteur, pour aller à l'hôpital, pour se faire rembourser ses soins, etc. Et en fait, là, dès que tu arrives aux États-Unis, on te demande What is your Social Security Number? C'est quoi ton numéro de sécurité sociale? C'est en fait ton numéro des cartes d'identité. C'est la même chose. Alors c'est bizarre parce que déjà, quand tu arrives aux États-Unis, il y a une sorte de paperasserie à faire en fonction de comment tu es venu, type de visa, etc. Mais on nous dit la première chose qu'il faut faire, c'est que tu vas faire ton Social Security Number, ton numéro de sécurité sociale. Donc au début, tu te dis pourquoi la santé, c'est quoi le premier truc? Mais effectivement, c'est un numéro qui est ton immatricule en fait. C'est comme c'est ton numéro qui est associé à toi. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment indispensable à avoir quand tu t'installes aux États-Unis. Et parce que même pour ouvrir, par exemple, une ligne téléphonique, tu vas quelque part, on te demande quel est ton Social Security Number. Et là, tu dis, mais je ne l'ai pas parce que je suis en train de faire mes papiers. Et ils te disent, pas de Social Security Number, pas de phone number. C'est ça. Donc en fait, tout est lié aux États-Unis. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que tu dois savoir les étapes. Ce qui est difficile aussi, on en parlera après, on parlera des logements. Mais c'est vrai que tout est lié, comme on disait, tu ne peux pas avoir d'appartement si tu n'as pas de crédit score. Si tu n'as pas de crédit score, tu ne peux pas avoir de... tout est lié entre eux. Alors au début, ça paraît énorme. Et en vrai, une fois que tu as assimilé les premières étapes qui paraissent... Non, c'est dense au début. Tu te dis, waouh, c'est complètement différent, etc. Tu ne sais pas où donner de la tête. Mais une fois que ça s'est fait, après, le reste, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup plus simple. En France et aux États-Unis, alors surtout quand tu es à Miami, c'est un peu la ville où il fait toujours super beau et tu as l'impression que tout le monde est en vacances. Mais en vérité, ce n'est pas le cas parce que autant en France, on travaille, la majorité, je dirais, pas quand tu es à ton compte, mais les salariés, ils vont travailler 35 heures par semaine. Ils ont en général des vacances entre 5 et 8 ou même 10 semaines si tu es même dans le service public, etc. Donc, tu es manager. Donc, on a cette réputation
réputation, nous, les Français, d'avoir beaucoup de vacances. Ici, c'est vraiment pas le cas du tout. Les gens peuvent travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Ils ont, dans les contrats, tu peux avoir que 2 semaines de vacances dans l'année. C'est tout à fait normal. Les gens se trouvent même sentent un peu coupables d'avoir plus de vacances ou de prendre des vacances. Quand ils en ont, ils les prennent pas. C'est vrai que ça, c'est une grande différence. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, je sais pas toi, mais quand je parle aux gens ici, j'ai l'impression qu'ils vivent pour travailler. C'est-à-dire que leur vie, leur base, c'est travailler, parce qu'ils sont très ambitieux, ils veulent successful. Et nous, la France, j'avais l'impression qu'on était plutôt, on travaillait pour vivre. C'est-à-dire, on travaille pour avoir nos vacances, on travaille pour avoir du temps pour nous, etc. etc. Donc, c'est complètement différent de ce que j'ai connu, moi, quand j'étais à Paris. Oui, et puis surtout aux États-Unis, c'est le statut social. C'est comment tu te présentes aux autres. Donc pour eux, le travail, ils vivent pour travailler parce que pour eux, ils vivent pour être quelqu'un. Ouais. En fait, aux États-Unis, tu es représenté par ce que tu fais. Contrairement en France, où tu es représenté par ce que tu aimes, ta personnalité. D'ailleurs, la question qu'on te pose, l'une des premières questions qu'on te pose quand tu rencontres quelqu'un à un event ou whatever, c'est « What do you do for work ?» Qu'est-ce que tu fais? What do you do for living? For living, Et en fait, au début, c'est surprenant. Tu te dis, mais c'est hyper intrusif. Parce que tu n'as pas forcément envie de parler. Pourquoi j'ai pas besoin d'avoir mon étiquette, etc. Mais en fait, chez eux, c'est normal. C'est pas le truc dont on a l'habitude en France. On pose pas, en tout cas, cette question à la première minute. Ouais. Et puis, ce qui est aussi surprenant, c'est que nous, en France, si on fait un job, on en fait un seul. Genre, je suis avocat, je suis médecin, marketeur, je fais ci, je fais ça, un seul job. Et ici, quand tu poses la question aux gens, tu as souvent plusieurs réponses. Donc, tu as souvent des slash, tu vois. Donc, je suis. Ils peuvent dire financier, je sais pas quoi. Je suis peintre, slash real estate. Donc, je suis agent immobilier. Je peux être mannequin si c'est une nana. Et puis après, ça va être docteur, whatever. Et tout le monde va te mettre dans une case. Oh, par exemple, ok, elle. Et aussi, j'ai l'impression que les gens vont te mettre dans une case. Et en plus de ça, surtout à Miami, comment ils vont pouvoir t'utiliser. Pas t'utiliser dans le mauvais sens, mais en soi, peut-être qu'elle pourra m'aider sur ce que je suis en train de faire, par exemple. Si jamais c'est une designer de maison et que toi, par exemple, je ne sais pas, t'es agent immobilier, elle va dire... peut-être que je pourrais l'utiliser plus tard, peut-être si elle a des clients qui veulent refaire leur maison. Moi, je dirais que c'est une curiosité intéressée. C'est-à-dire qu'en France, nous, on adore, en tout cas moi, j'adore parler aux gens, mais pour apprendre à les connaître en tant que personne. Parce que moi, j'ai envie de d'être entourée de gens avec qui j'ai des affinités sur leur mode de vie, sur leurs intérêts, leurs passions, etc. Et je pense que rarement, je sais ce qu'ils font jusqu'à un moment où je deviens vraiment, je lie d'amitié parce que c'est pas la première chose qui m'intéresse. Aux États-Unis, comme ils sont toujours à fond sur le boulot, etc., ils vont toujours trouver un intérêt de ce que ça peut leur apporter aussi. Si c'est pas un intérêt direct en disant j'ai pas de relation avec cette personne si elle ne m'apporte rien, c'est juste que eux ils arrivent toujours à réunir les pièces pour se dire voilà les dots, right? Et donc ils sont super smart. Il y a une différence en termes d'âge pour la majorité légale. En France c'est 18 ans, ici c'est 21 ans. Bon comme ça paraît assez simple la différence. Il y a 3 ans d'écart. Bon c'est sûr qu'à 18 ans ici tu peux ni boire d'alcool, ni aller en boîte, ni aller dans. Mais par contre tu peux conduire. Oui tu peux conduire et tu peux aussi voter. Tu peux voter aussi je crois. 18 ans ouais 18 ans tu peux voter. Mais 21 ans c'est l'âge légal. Donc pour l'instant tu restes un mineur et donc tu es sous la protection de tes parents etc. Bon ça jusque là tout va bien et en même temps ça choque pas trop. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est surtout à Miami tous les jeunes qui n'ont pas 21 ans ils ont tous des fake ID. Donc ça, c'est un gros business ici. Il y a des gens, ils sont spécialisés pour faire des fake ID. Comme ça leur permet d'avoir des ID où qui peuvent montrer pour aller en boîte, pour acheter de l'alcool, des cigarettes, etc. Mais ce qui est super, moi, ce qui m'avait vachement choquée, c'est que la raison pour laquelle ils font des fake ID, c'est qu'en France, en vrai, tu rentres en boîte, bien sûr que normalement, quand tu n'as pas 18 ans, tu rentres pas. Mais le videur, s'il voit que la nana, elle est maquillée, que le garçon, il a un peu de barbe, il va pas aller checker son ID, sauf s'il a un vrai doute. Sa carte d'identité, en français. Son ID, pardon. Mais ici, on check ta carte d'identité, mais c'est-à-dire que tout le temps. Même si tu parais beaucoup plus. Moi, j'ai vu preuve à l'appui dans un supermarché, un ami qui achetait du vin
dans un supermarché spécialisé pour le vin. On passe à la caisse et la caissière lui demande de checker son ID parce qu'il achète de l'alcool et qu'il doit avoir plus de 21 ans. Mais l'ami en question, il a clairement plus que 21 ans. Même plus de 40, non? Et donc, je la regardais, je lui dis sérieusement, vous allez vraiment checker son ID? Il semble évident qu'il ait plus de 21 ans. Et là, la caissière me dit, mais moi, je ne veux pas prétendre, je ne peux pas assumer de savoir qui a 21 ans et qui ne l'a pas. Donc, je dois avoir une ID. Mais toi, je suis sûre que ça t'est arrivé aussi. Oui, moi, ça m'arrive constamment. Et ça m'énerve, d'ailleurs. D'un côté, c'est assez flatteur, on va dire, parce que les personnes pensent que tu as moins de 21 ans. Mais tout le temps. Par exemple, j'ai tous mes amis qui vont passer en boîte ou dans une soirée ou quoi que ce soit. Moi, ils vont me demander ma carte d'identité. Bon, après, tu fais super jeune aussi. Alors que j'ai plus de 35 ans. Ouais. Non, on va pas donner les âges. Non. Mais pour votre gouverne, j'ai plus que 35 ans. Mais le truc, c'est que, toi, par exemple, ils checkaient, peut-être les autres amis, ils ne les checkaient pas, mais il y a des endroits, en des clubs, notamment à Miami ou à New York, où de toute façon, c'est obligatoire. Ils prennent tout le monde et sauf si peut-être tu leur donnes un gros billet, ça je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Mais ils doivent avoir une ID, une pièce d'identité. Et la pièce d'identité, ils doivent regarder juste la date de naissance. Ce qui est drôle, c'est que moi, ce qui m'est arrivé, c'était un truc de jour. Et j'avais oublié de prendre ma carte d'identité. J'avais demandé au gars si je pouvais lui montrer en photo. Il m'a dit non, c'est pas possible, il faut qu'elle soit en visuel. Et donc, j'avais une copine qui me rejoignait. Et donc, elle était dans le taxi. Je lui ai dit, écoute, je crois que je vais devoir retourner. J'ai pas de pièce d'identité. Et elle m'a dit, t'inquiète, j'en ai 2. Sauf que ma copine, elle a pas du tout la même tête que moi. Elle a une frange. Enfin, on n'a pas du tout le même truc. Je dis, mais ça va jamais passer, etc. Et surtout que le mec m'avait vu, le videur m'avait vu et il avait vu que j'avais pas d'ID. J'ai été récupérer mon ami. On est rentrés ensemble. J'ai pris une de ses ID et en fait, c'est passé parce que lui, sa responsabilité, c'est de voir une date de naissance. C'est pas de vérifier la photo, l'image, etc. Je pense que même si j'avais mis la photo d'un mec, je crois que ce serait passé. Bon, c'est un truc à connaître, mais c'est se dire toujours se sortir avec une pièce d'identité si tu veux aller dans certains endroits. Ou un passeport, voilà. Un passeport, et surtout, si tu l'as oublié pour je ne sais quelle raison, tu peux toujours trouver une solution pour y rentrer en empruntant celle de quelqu'un s'il en a 2 ou en faisant passer un après l'autre, etc. Donc on a l'impression de revenir à l'âge des teenagers, mais bon... Voilà, on est habitué à bout d'un moment. Merci d'avoir regardé. Ce n'était qu'un aperçu. Dans notre prochaine vidéo, on va parler d'encore plus de différences qui nous ont surprises, même choquées, comme des chiens partout, les memberships et bien plus encore. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Croyez-nous, vous allez adorer la suite.